Bienvenue à tous sur le plateau d'RTV, bienvenue dans votre émission On en discute. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir M. Adil Ferkan, vous êtes journaliste, M. Noah Manoir, ex-agent des renseignements, et M. Mathias Leboeuf, vous êtes philosophe. Alors messieurs, il y a un sujet dont tout le monde parle par bribes, sans trop savoir, un fléau qui comme un tsunami, on dirait, quand on en entend parler, en fait, ça fait froid dans le dos, c'est la violence dans les quartiers, mais jusqu'à retrouver, pardon de commencer comme ça, mais on entend voilà, cette affaire sordide où on a un jeune homme de 16 ou 17 ans dont on retrouve la tête dans des canalisations de plomberie à Lyon ou dans la banlieue lyonnaise, je ne sais plus. Et ça fait suite à, on dirait que chaque semaine, on est rentré dans quelque chose de très étrange, comme si c'était une violence qui ne trouvait pas en fait issue, solution. Voilà, je voudrais qu'on en parle, je voudrais que vous me disiez un petit peu votre avis là-dessus. Et puis, est-ce qu'il existe aussi des solutions, une solution ou des solutions pour sortir de cela? Adil Ferkan. D'abord, c'est un excellent sujet, effectivement, aujourd'hui, quand on observe évidemment cette montée crescendo de cette violence qui occupe l'espace de plus en plus, mais y compris auprès des adolescents. Ce qui nous inquiète évidemment, c'est pas qu'elle a changé de visage, la violence. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, 30 ans, 40 ans en arrière, effectivement, il y avait une forme de violence. Notre ami, évidemment, Anouar, ex-policier, pourra vous le dire mieux que moi, mais il y a 30-40 ans, cette forme de violence dans les quartiers populaires, elle existait. Sauf qu'elle était évidemment canalisée par une certaine règle. Je dirais ça par une déontologie. C'est-à-dire qu'on avait des grands frères qui avaient su imposer quelques codes, quelques règles. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles ni de codes. C'est-à-dire que c'est un peu l'anarchie quand on voit ces adolescents aujourd'hui réagir à la fois sur les réseaux sociaux. Je vois d'abord deux paramètres. Le premier paramètre, c'est-à-dire que l'arrivée des réseaux sociaux a changé complètement, j'ai bien dit, évidemment, notre société. D'accord? C'est-à-dire qu'on vit dans un monde virtuel désormais. En tout cas, quand je dis nous, c'est-à-dire les adolescents, vivent avec les réseaux sociaux du matin au soir en permanence. Quand je dis vivre avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a un monde en parallèle. Il y a le monde réel, et puis ce monde virtuel, et perpétuellement, parallèle. Complètement connecté à Il faut vivre avec ça. Les journée. Adolescents ont besoin de vivre avec les réseaux sociaux pour exister, pour dire, regardez, on est dans le live direct, on est, y compris quand on subit, comme vous l'avez rappelé, Nader, la violence, c'est-à-dire qu'elle est filmée, elle est parfois en direct, en live, et effectivement, elle est inouïe, ça nous interpelle. C'est vrai que ça nous interpelle. Après, je voyais deux paramètres et je laisserai la parole. C'est celui du manque d'autorité de l'État. Alors on va y revenir, alors justement. Noah Manoir, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Est-ce que vous avez vous-même constaté une évolution dans cette violence? Ou, après tout, il faut bien que jeunesse se passe? Non, je ne crois pas. À partir du moment où on a des morts dans les affrontements, ce qui est arrivé ces dernières semaines, on a eu un dans le Val-de-Marne, un lycéen qui avait été poignardé, c'est un fait divers. La semaine d'avant, c'était en Seine-Saint-Denis, un jeune qui avait été touché par balle sur un arrêt de bus. Bon, en fait, alors ce qui va plus vite qu'auparavant, c'est déjà la circulation de l'information. L'information est portée à la connaissance du public. On a quand même une pluralité de médias qui sont des médias de continu, qui veulent être les premiers à dégainer l'information. Donc fatalement, ce genre de faits divers, même si ça reste dramatique, ça reste malgré tout des faits divers, apparaissent beaucoup plus rapidement à l'opinion publique. Alors, bon, moi je pense que d'un point de vue, je veux dire, comment dire, au départ, j'ai envie de dire ontologique en quelque sorte, c'est l'apparition de cette violence, en fait, bon, moi je ne peux pas la dater. C'est quelque chose qui a toujours existé. Après, il y a des niveaux de gravité. Bon, par exemple, moi je suis obligé, j'ai été fonctionnaire du renseignement, d'évoquer par exemple la question terroriste. La personne qui avait tué Samuel Paty avait 18 ans, par exemple. Donc à 18 ans, on est capable de tuer un enseignant et de le décapiter sauvagement sur la voie publique. Donc 18 ans, pour moi, c'est un enfant. Je veux dire, c'est ce qui n'excuse pas le geste. Mais ça prouve bien qu'il y a une culture de la violence, quelque part, qui s'est disséminée un peu partout dans la société française. Alors, les origines et les solutions, pour en dire deux mots, moi je pense qu'il y a eu effectivement une démission de l'État qui a été amorcée il y a quelques décennies, pour ne pas dire quelques mandats, si on veut politiser un peu le discours,
c'est que déjà, bon, monsieur parlait des réseaux sociaux, effectivement, les réseaux sociaux permettent les affrontements entre bandes sur des critères ou des revendications territoriales. Une ville contre l'autre, un quartier contre l'autre. On connaissait pour les anciens le poisson rouge de This is la peste, où un jeune s'était retrouvé, avait été roué de coups et était mort pour une histoire de poisson rouge, à la base. Donc ça existe, ça a toujours existé. Maintenant, moi, je pense que dans les rapports de cette violence, il y a déjà l'idée que les gens ne font plus confiance à la justice. Ils estiment que s'ils vont déposer plainte parce qu'ils ont été lésés dans leurs droits, parce qu'ils ont été menacés, parce qu'ils ont été molestés, la justice ne leur sera pas rendue. Donc ils ont le sentiment qu'ils doivent se rendre justice par eux-mêmes. Donc ils n'ont plus confiance en la justice ou en la police, surtout dans les quartiers sensibles. Et l'autre question qui peut se poser, c'est aussi la précarité économique, parce qu'il ne faut pas se mentir, sur un certain nombre d'affrontements, il y a quand même on va dire, une sorte de filigrane, un fonds de trafic de stupéfiants d'intérêt économique. Bon, moi, je peux parler de la Seine-Saint-Denis, département que je connais très bien, dans lequel je vis. Pendant le premier confinement en 2020, la circulation était interdite aux piétons, aux automobilistes, donc on n'avait personne. Les points de deal étaient toujours en place. Mais à un moment, les dealers se lamentaient du fait qu'il n'y avait pas de clients parce que les clients étaient interceptés par la police. Donc le préfet de Seine-Saint-Denis de l'époque, le préfet Leclerc, avait commenté dans la presse l'idée d'ouvrir une banque alimentaire parce que le trafic de stupéfiants nourrissait tellement de familles dans le 93, que finalement l'État n'était pas capable de fournir une alternative pour faire bosser tous les gens qui vivaient du trafic de stupéfiants. Je parle des guetteurs, des nourrices, des trafiquants, des transporteurs, tous les réseaux qui provenaient, parce que alors Saint-Denis c'était le crack à l'époque, pas très loin d'ici, et Sevran, Aulnay c'était le cannabis par exemple, et donc ça faisait vivre des familles et des quartiers entiers, sans les stigmatiser bien sûr. Donc du coup, je veux dire, c'est pas nouveau. L'État français dispose des meilleurs services de renseignement, on a des éducateurs, des sociologues, donc tout ça, on le sait. Donc est-ce qu'il n'y a pas une démission de l'État, quelque part, à organiser la vie économique dans les quartiers? Est-ce que, quelque part, on va pouvoir résorber ce problème? Quand un point de deal rapporte 10 000 € par jour, parfois, ou par semaine, c'est normal que des gens qui sentent leurs intérêts menacés, quand je dis c'est normal, dans leur logique à eux, bien sûr, puissent en arriver à se tirer dessus, parce que 10 000 € par jour, quand on n'a pas de diplôme, ma foi, on n'a pas envie de se faire ravir la place par le concurrent. Donc l'État a peut-être son mot à dire dans tout ça, et moi je pense que l'État a, je ne vais pas dire à démissionner, je ne vais pas être accusateur, mais peut-être insuffisamment présent dans ces quartiers. Justement, pour finissons ce tour de table, Mathias Leboeuf, est-ce que... D'abord, vous entendez, j'entends deux fois que l'État est démissionnaire. C'est quand même inquiétant. Mathias. L'État, il y a l'État, et puis, alors moi je suis d'accord avec tout ce qui vient de se dire. Je pense que la violence, effectivement, elle est endémique. Elle augmente, la violence des jeunes, au point quasiment de devenir systémique. C'est le mot à la mode, mais voilà. Et surtout, moi, ce qui est très compliqué quand on aborde ce sujet, c'est que la violence des jeunes, elle est protéiforme, elle est multiple. Anouar l'a évoqué, il y a une violence des jeunes qui est liée très fortement au trafic de stupes. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une autre violence des jeunes qui est liée à l'usage des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est quand même un défouloir, et quand on passe son temps à se tailler sur les réseaux sociaux, quand on descend dans la rue, les règles sont les mêmes. Et puis, il y a une autre type de violence, on l'a vu la semaine dernière, c'est la violence des bandes, qui là n'était pas liée à des problèmes de stupes. Et là, c'est quasiment même un problème quasi philosophique, pour le coup, c'est un problème d'identité, c'est-à-dire que quand on n'a plus de sentiment d'appartenance à quoi que ce soit, ça peut être sentiment d'appartenance à l'équipe de foot, sentiment d'appartenance au club d'échecs, sentiment d'appartenance, voilà. On appartient à une bande, et la logique des bandes, c'est d'affronter d'autres bandes. La raison d'exister des bandes, c'est d'être entre soi et d'affronter les autres. Donc voilà, donc tout ça est multiple, et c'est à la fois multiple et convergent. Donc c'est effectivement un phénomène assez inquiétant. Après, démission de l'État, je ne sais pas s'il faut parler de démission de l'État, mais je crois que l'État est très désemparé parce que c'est un domaine auquel quasiment il n'a pas accès. Il y a démission des parents aussi, on n'en a pas parlé. Moi, je crois qu'à un moment donné, on ne peut plus exonérer en permanence les parents. Et effectivement, alors c'est un problème très compliqué. Il ne s'agit pas d'accuser et de dire c'est la faute des parents. Mais il y a un problème de cet ordre-là, et les solutions sont complexes à mettre en place. Et je crois que les solutions, il y a 3 volets. Il y a prévention,
Et peut-être qu'effectivement, la démission de l'État, c'est sur le travail de prévention, les acteurs sociaux qui font leur travail, mais qui sont quand même extrêmement démunis. Il y a, après, il y a un volet répression aussi, et puis au milieu, un volet insertion, c'est-à-dire prévention, insertion. Il faut absolument que les jeunes ne soient pas livrés à eux-mêmes et qu'ils aient des lignes d'horizon. Et puis le côté répression, c'est-à-dire qu'on a un problème aussi de sentiment d'impunité. Et il n'y a pas qu'un sentiment, c'est une forme d'impunité réelle, notamment des mineurs. Et à 16 ans, vous êtes encore mineur. Et à 16 ans, vous n'êtes plus un petit garçon. Donc aujourd'hui, il y a une instrumentalisation de ça aussi, quoi. Et c'est ces trois volets-là qui sont difficiles à articuler et qui on va voir pour ces trois volets. Je reviens vers vous un instant, Adil Farkan. Noam Anouar parlait tout à l'heure de la volonté d'être les premiers, hein, en parlant des médias, à être celui qui a l'info. Vous intervenez sur Beurre FM tous les soirs pour votre émission, Les Engagés? Non, plutôt Les Informés. Les Informés. C'est mon collègue. Ça, c'est d'une autre émission. C'est une autre émission, ça encore, sur Télésud. Mais vous intervenez aussi sur LCI, donc vous avez un petit peu les deux casquettes, radio et télévision. Est-ce que vous constatez cela, que c'est toujours plus intéressant comment être traité, comment sont traités est-ce qu'ils sont traités comme des faits divers, pour reprendre l'expression de Noam Anouar, ou alors comme comment dirais-je, une façon de montrer qu'on est maintenant, c'est plus du fait divers, on est dans une société hyper violente? Effectivement, moi je pense que je crois que les deux médias sont très différents. Quand on parle de BFM, c'est pas LCI, on n'est pas du tout dans la même politique éditoriale. La politique éditoriale de la radio BFM, c'est pas celle d'LCI ni celle de Télésud. Chacune, si vous voulez, est incarnée par ce qu'on appelle l'ADN de la télévision, l'ADN du média. Vous savez que chacun des médias a une ADN et cet ADN permet de transmettre une info, de traiter une information. Il y a une manière d'informer aussi. Le fait divers aujourd'hui, il est traité d'une certaine façon sur CNews et pas de la même manière sur LCI ou encore moins sur BFM. Nous, à BFM, on a tendance plutôt à décrypter l'actualité. On ne va pas prendre le factuel tel qu'il est, mais on va essayer de comprendre, on va donner les clés, les codes pour essayer de se dire dans tel ou tel quartier, pour quelle raison l'information, on essaie de tordre le truc dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire, Nader? C'est-à-dire qu'on ne se contente pas simplement de livrer le message mais justement parce tel qu'il est. Il y a une espèce de, finalement, est-ce que c'est pas bien de passer à la télévision, de passer dans les médias, et c'est augmenter le cap? Je ne suis plus uniquement dans les réseaux sociaux, je suis carrément repris dans les grands médias, et donc finalement cette violence reprise sur, vous citiez la chaîne CNews, mais finalement, est-ce que c'est pas aussi une façon, je ne juge pas ici des intentions, mais uniquement des faits, de faire la promo de tout cela et de les mettre sur un piédestal? Voilà, bienvenue le nouveau vedettariat. Est-ce que ça ne joue pas finalement contre... Je vous laisse... qui veut intervenir là-dessus? Moi, je veux juste dire une chose, parce que justement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire tous les deux. C'est que, en fait, la façon dont est traité ces événements, on peut les traiter comme des faits divers. Et effectivement, comme le disait Anouar, la violence, elle a toujours peu ou prou existé, notamment dans des zones économiques qui sont un peu faibles. La banlieue, il y a toujours eu un peu plus de violence qu'ailleurs. Et puis, donc on peut le traiter comme un fait divers. Et puis surtout, après, on peut le traiter comme le symptôme, et là c'est un traitement qui est un peu plus idéologique, et moi pour le coup j'interviens régulièrement sur CNews, donc je peux en parler, on peut le traiter comme le symptôme de l'ensauvagement, cette fameuse théorie de l'ensauvagement de la société, avec derrière tout un tas d'analyses sur la nature des sauvageons ou la nature des sauvages. Et voilà. Et donc de l'ethnie aussi. Voilà. Après, l'étendue et le spectre de l'analyse peut varier. Donc, c'est aussi un événement factuel qui porte en lui la gangrène d'une analyse qui peut être effectivement, récupérée politiquement. Mais pour répondre en fait à votre question, moi je me permettrais de dire que l'État reconnaît lui-même que de toute façon la communication est préjudiciable à l'ordre public. Quand tous les 14 juillet ou tous les jours de l'an on refuse de donner le nombre de voitures brûlées sur l'ensemble du territoire depuis, ça date de Manuel Valls,
c'est parce que justement on a peur d'une compétition entre les quartiers où les médias disent bah voilà, ici ils en ont brûlé 400, les autres disent bah attends, tu vas voir nous ce soir ce qu'on va faire. Donc l'État admet lui-même de façon implicite que de toute façon les médias sont au service dans une certaine mesure du désordre ou du trouble à l'ordre public. Après, bon, je veux dire, les débats, de toute façon le spectre, Mathias le disait, le spectre, on va dire d'analyse dépend, chacun y voit un petit peu ce qu'il a envie d'y voir. Bon, moi je pense que l'équation de toute façon qui permet de résoudre le problème de la violence. Ça dépend de l'orientation de la chaîne, encore. Oui, mais après, moi je parle. Le même traitement, il est différent sur CNews que sur. Bien sûr. Alors moi je ne suis pas journaliste du tout. Par exemple. Par exemple, le renseignement, c'est de l'information brute. Hein. Après, quand on nous demande de l'analyse, on dissocie l'analyse du renseignement. On ne mélange pas les deux. À la différence de la presse, hein, qui est un autre métier, mais qui est légitime à exister, je veux dire. Bon, moi je pense que le problème de la violence, la façon dont on va l'endiguer, c'est d'apporter des réponses à de multiples questions, y compris celles que Mathias soulignait sur l'insertion, etc. Parce qu'il faut bien offrir une alternative. Hein. Les gens ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Donc si on arrête le trafic, il faut que les gens puissent aller remplir leur caddie et payer leur facture d'électricité. Donc c'est ce qui est de moins en moins facile au passage. Mais ensuite, la deuxième chose, c'est de se dire, bon, à un moment, le jeune, il réagit comme tout être humain. Je veux dire, j'ai envie de dire au sens même animal du terme. Je veux dire, il est dans la prédation. Qu'est-ce que je risque ? Qu'est-ce que je risque de perdre ? Et qu'est-ce que j'ai à perdre ? Qu'est-ce que j'ai à gagner en commettant tel ou tel méfait ? Donc, bon, globalement, aujourd'hui, le sentiment qui est partagé, sinon ça n'arriverait pas autant, c'est qu'en portant atteinte à l'intégrité physique d'autrui, aujourd'hui, on risque pas grand-chose. Voilà, tout simplement. Je pense que si, non mais. Si on risque pas grand-chose maintenant en portant atteinte à la... C'est le sentiment, je dis pas... Alors moi, c'est pas ma vérité à moi, c'est ce sentiment, le sentiment qui est renvoyé. Les gens ont ce sentiment. Bah, moi, je pense que si on a des rixes à longueur de temps, des gens qui se tirent dessus, des mecs qui tabassent leurs femmes aussi par extension, parce que la violence, c'est aussi la violence sexiste, conjugale, etc. Il y a la violence verbale, la violence institutionnelle, elle prend plusieurs formes. La violence, elle n'est pas uniquement le fait de la violence physique. Mais si la violence physique prospère dans la société, c'est parce qu'aujourd'hui, on peut avoir le sentiment, de façon légitime ou pas, hein, mais que si effectivement j'arrive avec ma bande et puis que je mets un coup de batte de baseball ou un coup de surin au type du quartier d'en face, que globalement ça ne va pas entraver mes projets de mariage, d'achat d'un pavillon et puis peut-être même de me faire embaucher dans l'entreprise du coin pour... voilà. Donc globalement... moi, je pense que si, effectivement, comme dans certains pays, j'ai pas d'exemple précis en tête. C'est aussi cruel, hein, de repères aussi auprès des jeunes. C'est-à-dire que les gamins aujourd'hui réclament. Hein. Il y a ceux aujourd'hui, ces gamins, je ne sais pas si vous l'avez vécu vous-même. Moi, je l'ai souvent, régulièrement, quand j'allais délocaliser les émissions justement pour la radio dans les quartiers populaires, on parle régulièrement, vous savez, d'un point qui est extrêmement important, c'est celui, voilà, de repère, ce fameux repère, ce fameux curseur. À quel moment j'ai mon repère, justement, dans cet environnement d'une société, mais aussi en périphérie de la société, parce que les quartiers, ils vivent en périphérie de la société. Donc on a deux sociétés. On a la société française et on a la société des quartiers populaires. Moi, je connais un type qui a, juste avant, pardon, il parlait de repères, parce que juste au moment où justement il a pris la parole, j'allais y venir. Moi, j'ai par exemple, en termes de... Non, je t'en prie, avec plaisir. En termes de repères, par exemple, je connais quelqu'un dans un quartier proche d'ici, qui a 35 ans, qui est en liberté, il travaille comme animateur jeunesse dans une maison de quartier. Il a, je sais de sources policières, de sources certaines, qu'il a été mis et reconnu coupable d'un assassinat en bande organisée. Voilà, donc du coup, il a 35 ans, il est dehors. Donc globalement, dans le quartier, on sait qu'il a tué quelqu'un ou qu'il a contribué à tuer quelqu'un, et il est dehors à 35 ans. Et il ne vient pas de sortir. Ça fait quelques années qu'il est dehors. Donc bon, je veux dire, normalement, quand on tue quelqu'un, y compris à 20 ans, ou à 18 ans, ou à 25 ans, on n'est pas dehors avant ses 50 ans, en principe. Hein. C'est comme ça que, théoriquement, ça devrait se passer. S'il a 35 ans, il est dehors, il bosse, il a un appartement, etc., c'est difficile quand même de faire admettre aux jeunes qui sont en liberté aujourd'hui qu'ils risquent beaucoup à commettre un méfait. Voilà. Donc moi je pense que la théorie par l'exemple, elle doit être, c'est ce que je disais, on parlait tout à l'heure je ne sais plus, quelqu'un évoquait, je crois, chevènement. Moi j'aime cette notion justement, alors je ne suis pas du tout pro-chevènement ou quoi que ce soit, mais d'une main généreuse mais ferme. C'est-à-dire qu'à un moment il faut offrir des possibilités, des perspectives, mais il faut aussi un cadre répressif qui soit dissuasif. Sinon, c'est très compliqué. Quoi, et c'est ce manque d'autorité de l'État aujourd'hui. Ah ouais, l'État, la justice, les parents, tout. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, en fait,
quand Adil parle de repères, on s'aperçoit que le problème est un problème de sécurité, mais c'est aussi un problème d'identité, c'est un problème d'éducation. Donc là, pareil, les racines du mal, pour arriver à résoudre ce problème-là, sont multiples, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'attaquer à tous les volets en même temps et de façon aussi possible cohérente. En termes d'éducation, en termes de repères justement de la société et en termes de répression. Mais est-ce qu'on visualise des solutions concrètes et est-ce qu'on les essaye? Par exemple, pardon messieurs, mais je suis quand même assez surpris même, puisque là je suis choqué enfin personne n'en parle et il faut l'accepter. Tout le monde a le droit d'être sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir 8 ans et on a le droit d'être dans les réseaux. Ça choque personne. Au sein de l'hémicycle à plusieurs reprises, disons-le quand même. Hein. Certains députés se sont saisis de la question justement, à savoir à quel moment, quelle est la périodicité, quelle est la période justement à laquelle on doit Mais est-ce qu'on a le droit s'inscrire dans d'agir là-dessus? Finalement, vous avez quel âge? C'est fondamental. Hein, oui, c'est une loi. Et de toute façon, c'est difficile à encadrer. Alors c'est difficile à encadrer. Moi, ce qui a été remis en question dans l'hémicycle, à ma connaissance, hein, c'était surtout l'anonymat sur les réseaux sociaux. C'était pas forcément le droit de figurer sur les réseaux sociaux. Bon, maintenant, soyons clairs, la France, elle peut encadrer les événements qui se passent en France de façon symbolique. Des fois, quand les victimes sont françaises ou les auteurs ont un lien avec la francité, par exemple, ils peuvent être résidents ou autres. On peut relever des plaintes, ouvrir des informations judiciaires ou quoi que ce soit, mais si demain on a un type qui utilise une carte SIM, je ne sais pas moi, africaine, marocaine, russe ou quoi que ce soit pour aller sur les réseaux sociaux, l'institution française pourra absolument rien y faire. Donc je veux dire, bon, à un moment... non, d'accord, mais au moins elle compliquerait la chose. Alors à un moment quand il y a eu les cybercafés, après l'affaire Ilan Halimi, effectivement, sous Sarkozy, on a imposé que les lieux dans lesquels on avait des points d'accès Internet, notamment par Wi-Fi ou autres, devaient être vidéo-surveillés. Hein, comme ça permettait de savoir qui utilisait quelle adresse IP, à quel moment. On avait au moins une image de la personne qui utilisait l'adresse IP. Aujourd'hui, c'est incontrôlable. C'est-à-dire que quelqu'un qui va aux abords d'un McDo sur le parking, qui branche un smartphone acheté sur le Bon Coin et puis qui va se connecter, je veux dire, on n'a aucun moyen de contrôle dessus. Donc moi, je pense qu'il faut mener des combats utiles. Il ne faut pas aller se mettre sans montrer dans des... Je pose la question, oui. Ah, bien sûr. Mais nous, j'y réponds comme je peux. Je ne suis pas tout seul. Mais je veux dire, bon, à un moment, on ne pourra pas encadrer ça. Donc je pense qu'il faut plutôt aller chercher le problème à la racine, c'est-à-dire quelles sont les sources justement de cette violence, pourquoi est-ce qu'elle prospère, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à l'endiguer. Bon, les réponses. Est-ce qu'on est d'accord sur la réponse justement sur la source de cette violence? Parce que des fois je me pose la question, alors d'accord, ok, bon, c'est pas bien, mais on peut comprendre dans sa logique à lui qu'un trafiquant, lui, si on lui prend son beefsteak, il n'est pas content, etc. On peut comprendre cette structure-là, mais on a l'impression, dans les faits divers qui viennent jusqu'à nous, que la violence, c'est même déplacé jusqu'à des gens qui n'ont aucun lien avec quelque trafic que ce soit et qu'elle est inexplicable, ce qui rend la question encore plus inquiétant. Les origines de la violence, déjà c'est compliqué d'y répondre parce qu'il n'y a pas une violence, il y a des violences. Je crois que la société se durcit. Premièrement, moi je pense que le facteur socio-économique est premier. Et je vais prendre un exemple très simple. Je me souviens, j'ai participé un jour à une émission où il y avait des jeunes, il y avait eu une manif, les jeunes avaient cassé des boutiques, et notamment des boutiques de sport, et avaient dépouillé des boutiques de sport des baskets. Et les gens qui étaient sur le plateau disaient « Ah, c'est scandaleux, c'est sauvage, c'est l'ensauvagement de la société. Ouais. » Sauf que ce qu'il faut voir derrière ça, qui est éminemment répréhensible, hein, je ne fais absolument pas l'apologie de ça, mais derrière ça, il y a une volonté d'adhésion à la société. Qu'est-ce que c'est l'adhésion? C'est vouloir avoir les mêmes baskets qui valent 300 balles ou 400 balles que les autres. Ouais. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois vivre dans une société où on expose à longueur de temps un t-shirt de la coupe de l'équipe de France qui vaut 100 balles, des baskets qui valent 250 balles, et voilà, et dire aux jeunes, non, c'est pas pour vous parce que en gros vous n'avez pas de thunes et voilà, et vous avez le droit de regarder la vitrine, éventuellement de la lécher, mais mais je crois que Mathieu, c'est plus que la vitrine. La violence, elle commence dans les clips. Oui, bien sûr. On parlait des réseaux sociaux. Tout à fait. C'est là où elle commence la violence. Quand on voit les clips aujourd'hui de rap, par exemple, qui parlent exclusivement de violence, aussi, ouais.
d'argent facile ou encore Adil comme l'a et dit de Anouar, Adil et de ses influenceurs qui viennent avec Oui. des Bouba, c'est ça, bah oui. Bouba contre Karis, on en parlait tout à l'heure. c'est une violence, ça. Je veux dire, ce qui s'est passé entre Bouba et Karis, Elle un commence mois de là, prison. Je pense que comparativement, je veux dire, j'ai pas du tout d'informations là-dessus, mais je veux dire, au buzz que ça a fait sur les réseaux sociaux, aux images qui ont circulé, aux invitations les ados sont fans. auxquelles ils ont droit, etc. Ils se disent bon, finalement, ça vaut peut-être le coup de faire partie de la bande et d'aller se cogner avec les autres. Bon, s'il y a un mois de prison qui tombe, à la limite, quand on a 18 ans, bon, en étant très réaliste, hein, je fais pas l'apologie de la prison, mais entre vivre dans un appartement à 4, dans une chambre sur des lits superposés, puis une cellule. Il y a une différence qui est sensible, hein. Honnêtement. Non, mais moi, j'ai entendu des discours où des jeunes disent la prison. Pourquoi pas un mois partent pas en vacances, ils bossent pas, certains en tout cas. Je veux dire, en prison, ils ont la possibilité de faire passer des choses. Je veux dire, honnêtement, c'est pas tout ce qu'on en dit, hein. C'est pas non plus le Club Med, mais je veux dire, bon, j'aime bien raconter des anecdotes, comme ça nourrit un petit peu l'émission. Bien sûr. Moi, je sais que sur la prison sur laquelle on avait compétence quand je travaillais, on avait relevé l'existence d'une ou deux pages Facebook où les gens utilisaient la page Facebook. Déjà, ils avaient des téléphones, les prisonniers, donc les détenus, dans leurs cellules, avec du réseau Internet, des codes de rechargement, etc. Ils avaient des téléphones et puis ils commandaient des pizzas et des chichas. Donc, dans la prison, ils se faisaient livrer la pizza et la chicha. Puis on voyait les messages. Donc, on voyait un type qui était en prison, en détention, qui écrivait « Ah, elle était trop bonne ta pizza, la chicha, pas mal, mais mets-moi une vanille fraise, etc. » Et puis, les gars passaient commande et puis ils se faisaient livrer en prison. Donc, je veux dire, la prison, c'était, bon, voilà, elle était à proximité d'une cité. Bon, entre être dans la cité d'un côté du mur ou de l'autre, bon, je veux dire, il tente le jackpot, hein, il a raison, Mathias, là-dessus. Je veux dire. Mais elle est intéressante, cette notion de l'irresponsabilité, finalement. C'est-à-dire que dans une société, dans notre société, où finalement on est aussi dans cette injonction à être transgressif, comme une espèce de, si tu veux exister, sois transgressif. Bah, le clash, le buzz, etc., c'est des choses qui sont à la mode. Ouais, ben, ok, très bien, mais ça c'est le contraire de l'esprit responsable. Et donc à aucun moment on invite à devenir adulte, adulte égale responsable, et donc, allez, c'est au plus transgressif. Comment s'étonner? Je ne crois pas que ce soit une question de transgression, parce que finalement, les jeunes, quand on discute avec eux, ça fait un peu vieux con dit comme ça, mais la volonté n'est pas une volonté de transgression. Par contre, il y a une chose, c'est que les choses vont de plus en plus vite. C'est de plus en plus rapide, et quand les choses sont rapides, il faut frapper fort et vite. C'est quasiment une Parce que histoire, ça va vite et très loin, là. Vite et très loin. Et donc, il faut impacter. C'est ça l'idée. Et cette violence, la violence, elle est aussi alimentée par cette vitesse de l'information, vitesse du buzz, vitesse et qui elle-même génère une forme de violence. Alors, violence médiatique, mais la violence, on la voit sur tous les plateaux de débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus débattre, on ne peut plus ne plus être d'accord sans s'insulter et se foutre, entre guillemets, sur la gueule, quoi. Voilà. Il y a une violence médiatique aussi, c'est vrai, une violence institutionnelle, violence médiatique, effectivement. À l'Assemblée, des noms d'oiseaux fusés. Alors, je ne voudrais pas jeter d'huile sur le feu, mais bon, voilà, sur le mandat précédent, on a eu un député qui avait éclaté, je crois, le crâne d'un élu ou d'un ancien élu à coup de casque, de moto. Là, on a un député qui a giflé sa femme au cours d'une dispute conjugale, etc. Bon, à un moment, est-ce que le signal, franchement, a été à la hauteur? Je veux dire, le type qui a cassé le crâne d'un autre, il est resté député. Bon, il a fait une garde de vue. J'ai pas d'opinion à donner sur l'affaire parce que je la connais pas, je connais pas la personne, etc. Mais je veux dire, on peut parler d'exemplarité, effectivement. Ouais, voilà, mais même les violences policières. Je veux dire, à un moment, les jeunes, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, bon, quand tu es policier, tu as le droit de tirer sur une passagère, sur un refus d'obtempérer, tu as le droit de tabasser un manifestant, etc. Je veux dire, la question de la violence en France, la France est un pays violent de toute façon intrinsèquement. On a décapité des rois, il y a eu des bains de sang à travers l'histoire de France. Et donc, je pense que cette violence, elle nous appelle aujourd'hui. On a essayé de l'encadrer, mais on a du mal à la résorber. Vous pensez les uns les autres qu'il y a tout de même de l'espoir, des solutions d'aller vers une société apaisée?
Les gens se mélangent plus. Ou serait-il trop tard pour être même moi, je pense pessimiste? que c'est compliqué. Alors, je vais être très franc. Je suis un peu, je vais pas dire pessimiste parce que je désespère. Il y en a pas même qui disent qu'il est trop tard pour être pessimiste. pessimiste. Non, mais ça, c'est personne. J'ai envie de dire, bien malin est celui qui cède, quoi, sera fait l'avenir. Moi, je préfère ne pas désespérer. C'est un tempérament. Je veux dire, moi, je sais qu'autour de moi, ce que je vois, c'est que les gens ne se mélangent plus. Les gens se sauvent très clairement. Moi, je suis dans le 93. Le 93 change. Par exemple, ici à la Plaine Saint-Denis, on a une pépinière d'entreprise, donc le public a été remplacé, sans employer de termes ambigus, je veux dire. Mais les gens se sauvent. C'est-à-dire que depuis le confinement, moi, je compte les familles par dizaines qui ont pris des logements en province, qui sont partis à la campagne, etc. Les gens ne veulent plus vivre dans cet environnement, ils ne veulent plus entendre parler de la résolution de ces problèmes, ils démissionnent et ils se sauvent. Voilà. Les gens qui en ont les moyens. Moi, je veux bien, je regardais une émission Internet récemment où on disait, bah, tiens, il y a des jeunes qui ont peint des oiseaux sur les murs pour recouvrir les graffitis, dans les cages d'escalier, c'est beau. Puis on voit Mohamed, et puis on voit Mamadou. Moi, j'ai envie de dire, alors c'est mon côté un peu droitard, parce que moi, je suis un peu mi-gauche, mi-droite, j'ai pas vraiment de couleur politique. Moi, j'ai envie que tu déménages, en fait. J'ai pas envie que tu repeignes ton hall d'immeuble avec des oiseaux, des cafards ou ce que tu veux. Moi, je veux que tu puisses accéder à l'emploi dignement, que tu puisses t'enrichir, acheter ta maison et fonder ta famille, quoi. Voilà. Le logement HLM, laisse-le, abandonne-le, quoi. C'est pas, tu vois. La notion du ras-le-bol, c'est effectivement comme le rappel à Noir, ce ras-le-bol. C'est vrai que depuis le Covid, beaucoup sont partis en province. Les gens se sauvent. Parce qu'ils aspirent effectivement à ce qu'on appelle cette fameuse ascension sociale. Regarde l'affaire Jérémy Cohen. L'affaire Jérémy Cohen à Bobigny. Moi, à ce moment-là, je cherchais à déménager. Je m'intéressais à Bobigny. J'ai vu l'affaire Jérémy Cohen. Tu dis, mais attends, ce gamin, ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être ton fils. Je te saute pas l'histoire, tu vois. Ça aurait pu être. Il était juste là, et je crois que bon, l'histoire, on ne la connaît pas vraiment, mais il a été menacé par des mecs, il a couru, il était tellement paniqué qu'il n'a pas vu le tramway, il s'est fait couper en deux par le tramway. Je veux dire, ça aurait pu être n'importe quel. Le mec, il avait une licence de maths. Ça, on en entend. Ses parents l'ont soigné. Donc à un moment, tu dis, il était juste là, il n'a rien fait, tu vois. C'est le truc, tu ne sais même pas à qui ça peut arriver. Tu vois, donc à un moment. Moi, je pense que ce genre d'affaires, quand tu regardes ça, tes parents, on te dit, tiens, il y a un T3 là, Bobigny, si ça te dit, il n'est pas trop cher, tu dis, ah bah non, je pense que je vais peut-être rajouter un peu, ou je vais rester là où je suis, ou je vais aller à Chartres, tiens, il paraît que c'est pas mal là-bas non plus, tu vois. Je veux dire, c'est des discours qui n'existaient pas avant. Avant, les gens se disaient, bah tiens, c'est urbain, on est près de Paris, etc. Quand tu vois des images comme celle-ci, le jeune qui a été poignardé dans le 94, etc., tu dis, attends, moi je vais bosser avec l'esprit tranquille, je mets mon fils ou ma fille à l'école, et le soir on t'appelle, on te dit que ton fils il s'est pris un coup de chlasse, comme ça. Je veux dire, tu vois... Non mais attends, tu vois, c'est... Non, je pense qu'on est en train d'assister effectivement à une autre forme de société, je le disais tout à l'heure en exergue, c'est-à-dire cette nouvelle forme de société qui s'américanise davantage, c'est-à-dire que la France est en train de vivre un nouveau virage d'une société avec l'ère numérique, d'une société avec l'ère des réseaux sociaux, d'une société évidemment avec des nouveaux codes, d'une société avec ces influenceurs dont vous faisiez référence tout à l'heure, c'est-à-dire ces influenceurs aujourd'hui qui nous embarquent, qui embarquent notre jeunesse vers un monde, le Dubaï, vous savez, le bling-bling, la réussite facile, vous le disiez tout à l'heure, la réussite très vite, comme l'a souligné Mathias, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un gamin, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être soit footballeur, soit influenceur. Vous le noterez très aisément, c'est le constat qui est dressé aujourd'hui dans tous les quartiers populaires. C'est soit je veux être influenceur, et dans ce cas-là, je monte avec mon smartphone tous les éléments, les paramètres, les trucs qui puissent me permettre de me faire connaître. Et comment me faire connaître? C'est-à-dire qu'il faut que je trouve un angle, un truc qui puisse faire parler de moi. Aujourd'hui, on veut exister dans la société. Vous l'aurez remarqué, ça ne vous a pas échappé. Et puis il y a ce volet-là, cette voie footballistique. Mbappé continue de faire rêver, les footballeurs continuent de rêver, il y a Ronaldo, il y a Messi. Donc il y a ces deux issues. Il n'y a pas aujourd'hui, et les médias effectivement, on l'a tous rappelé ici, ne contribuent pas davantage à essayer de refléter ce qu'on est en train de dire. Moi je pense qu'ils ont un rôle fondamental, les médias, c'est-à-dire qu'ils doivent refléter davantage notre société. Ils ne le font pas suffisamment. Quand je dis refléter notre société, c'est-à-dire que quand on allume la télé de TF1 en passant par France 2, en passant par les chaînes d'information, on n'a pas le sentiment, quand on est de l'extérieur, que la France c'est ça. Non, la France est aussi Mamadou, Mohamed, non, mais là, tu l'as dit tout à l'heure, l'américanisation, c'est vrai que moi j'entends parler par exemple du clash Booba-Caris. Je crois qu'à un moment Booba tournait un clip et puis il y a eu des coups de feu à Aulnay-sous-Bois, il y a des membres de l'équipe qui avaient été blessés. Bon, il y a eu Tupac, moi quand j'étais ado, c'est Tupac qui a été tué pendant un clip, donc en France on s'est dit tiens, c'est presque le même. Je veux dire, tu prends Tupac, Booba fait un peu de muscu en plus, mais il a les tatouages, il a la même couleur de peau, etc. C'est le même. Je veux dire, on n'a rien inventé, tu vois. Y compris dans les règlements de compte, ce qu'a rappelé tout à l'heure Anoua, c'est-à-dire que c'est vrai, l'américanisation va s'implanter désormais, si ce n'est pas déjà fait, dans nos quartiers populaires, c'est-à-dire qu'on va faire
on va régler à notre manière, évidemment, notre truc. C'est-à-dire que la police, on n'y croit plus, la justice, on n'y croit plus. Tu sais en quoi et donc, je crois, on va le faire nous-mêmes. Tu sais en quoi je crois, justement, ça tombe bien que Mathias soit là, parce que moi, je crois en la philosophie. Tu vois, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de la question de la violence la plus cruelle. Hein. Je veux dire, dans mon ancien métier, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, etc. J'ai vu des jeunes, tu lui dis, ok, t'as l'iPhone 10, l'année prochaine, t'auras le 12, et puis après, t'auras le 15. Voilà, et après ça, tes parents, et je pense que c'est la philosophie pratique, je veux dire, qui va permettre de sauver ces jeunes, parce que le discours républicain, je veux dire, en arabe, on a un dicton qui dit, que tu dois connaître peut-être, qui dit, on ne donne pas ce qu'on ne possède pas. Tu vois, là, t'as tes mains. J'ai souvenir d'un Je peux me permettre juste un truc voilà, ouais, donc, si vous juste cette phrase qui va peut-être bien sûr. d'un préfet qui, je ne citerai pas de nom, mais qui me disait aucun de nous, parlant de lui donc, et de ses collègues, intéressant, j'ai trouvé la phrase très intéressante, aucun de nous n'a été formé au monde d'aujourd'hui. Adil. Mathias, c'est pour ça que ça m'a un peu échappé, cette course aux marques. Ça aussi, c'est une violence inouïe, complètement. C'est-à-dire que Et même pour les parents. aujourd'hui, les adolescents et pour les parents qui n'ont très peu de moyens, c'est-à-dire que certains vous disent qu'on ne vit plus, on survit. Comment voulez-vous aujourd'hui, ce gamin, il a besoin de ce dernier portable, dernier cri, cette dernière paire de baskets. On en revient aux c'est très questions tendance. d'identité, parce qu'il a besoin de les Jordan, s'identifier, Nike Air, tout ça, il me le faut absolument, sinon je ne suis pas aux yeux des autres, etc. Il a raison, Donc ça, c'est violent, ça. C'est violent. Parlons Et le franchement. parent, pardonnez-moi à moi, il est dépourvu de moyens là-dessus. Il est dépassé. Et je vous le dis, complètement largué, dépassé. Combien coûte Donc le un gamin iPhone lui reste 12? d'aller... Combien coûte un iPhone 12? 750 euros, 1000 euros peut-être? 1000 euros, on va dire. D'accord. Donc combien touchait ton père quand il était ouvrier, quand vous étiez... C'était ça, c'est à peu près ça. Nous, on a grandi avec des 1200, parents qui touchaient 5000 balles par Mais mois. justement, Et là, aujourd'hui, un jeune qui a 16 ans, il veut un portable qui coûte le prix du salaire que mon père a gagné quand il nourrissait toute la famille. Et Voilà, tu vois. mais s'il n'avait que cela, il a en plus les chaussures qui vont Les avec, chaussures, le portable. il a en plus le manteau qui coûte 1000 Nike, balles, 1500 balles. Ouais, la Non, mais doudoune, on est le chez les sweat, fous. le jogging. On est chez les fous. Voilà, donc moi je pense que la philosophie va avoir son on en utilité. revient à une c'est ça. notion d'éducation et d'esprit critique, c'est-à-dire qu'il faut arriver à... Et derrière l'éducation et l'esprit critique, parce que la philosophie, c'est un peu l'esprit critique, c'est savoir faire le tri, il y a la question des valeurs, quoi, c'est-à-dire que la transmission des valeurs. Quoi. Mais t'as pas remarqué que les jeunes, Mathias, dans les quartiers parisiens, bobos, même en province ou ailleurs, même en milieu rural, ils sont moins attirés par tout ça. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a une bonne jeunesse et une mauvaise, mais moi, je ne vois pas beaucoup un jeune parisien dans un quartier ou quoi que ça qui me dit « Ouais, moi, je veux les dernières requins, les Nike ou je ne sais pas quoi. » Je trouve qu'au contraire, ils sont sur le bon coin, ils essayent de donner une deuxième vie aux choses, etc. Tu vois, ils sont beaucoup plus grunge, on va dire, dans l'esprit. Et moi, je pense que l'instruction, la philosophie, la réflexion, l'esprit critique, effectivement, moi, je pense qu'elle permet de s'éloigner justement de la violence, de l'esprit de clan, de tout ça. Moi, je ne sais pas. Non, je regardais le temps, c'est pour ça, Pardon. comme je suis pris. Il y a la notion, et c'est très juste de le dire, il y a le superficiel. Il faut revenir, et vous avez lâché le mot à noir, et vous avez raison. Mathias, c'est vrai que c'est valeurs. Les valeurs, c'est quoi? Il faut remettre ça au centre, évidemment, de la cité. De la cité avec un gros mot, hein, c'est au sens noble du terme. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut remettre comment, ces notions-là. Alors, regarde. Moi, il y a plusieurs. Je vais te répondre. Tu sais, Bah voilà, on a notre philosophe. J'étais toujours... Les valeurs, c'est très simple, les valeurs. C'est qu'est-ce qui vaut la peine qu'est-ce qui vaut la peine qu'on se lève le matin? Qu'est-ce qui vaut la peine que... Et qu'est-ce que tu vas perdre si tu sors des cours c'est aussi? ça, Il y a la question antagoniste. Quel sens donnes-tu à ta vie, Ouais. surtout? On Quel sens je donne à ma vie? on parle des maires, parce que le territoire qui est touché en premier lieu, c'est la commune. Hein. Moi, je serais maire, j'instaurerais un petit cénacle philosophique avec des jeunes, par exemple. Tu vois, et tu les fais réfléchir sur... Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Qu'est-ce qui vaut la peine qu'on se lève le matin? Il y a un film qui sort là prochainement. Les villes aujourd'hui, les villes sont des hôtels aujourd'hui. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie sociétale. Il n'y a pas de vie communautaire. Mais moi, je reste sur mais c'est magnifique et c'est très bien. Et c'est triste. Mais personne ne participe aux activités de mairie aujourd'hui. Moi, je vois, les mairies font des choses dans les villes en banlieue. C'est impossible de toucher le public. Les gens viennent dormir, ils viennent manger. C'est trop difficile parfois même de faire concurrence à ces réseaux sociaux qui mais empoisonnent. après, si tu veux, il y a une question de concurrence. Le problème de la réponse, c'est-à-dire comment on répond à ça, tu as des réponses qui sont des travails de fond et qui vont être lentes
parce qu'effectivement, ça prend du temps. Tu as des réponses qui sont des réponses courtes, qui sont justement sur l'impunité ou la répression. Ou, voilà. Et donc, il faut arriver à marier tous les temps et à répondre en travaillant sur le fond et en ayant des réponses. Alors, j'ai une question. Vas-y. Messieurs, j'ai une question qui est, je ne sais pas où on la mettra, philosophique ou autre, mais est-ce que finalement, la violence n'est-elle pas la meilleure alliée d'un État qui veut finalement donner un sens à son existence? C'est très violent, donc vous avez forcément besoin de moi. Alors je voulais dire un truc très important, parce que je pense que c'est un peu mon rôle ici, c'est que déjà, j'aurais dû commencer l'émission avec ça, c'est de dire que la violence, déjà, elle est strictement interdite. Déjà, je pense qu'avant d'en parler et de développer le thème, on peut dire qu'elle est proscrite par la loi, qu'elle est punissable, et que de toute façon, le recours à la violence n'a aucune justification, quelle que soit la forme de violence. Donc ça, déjà, une fois qu'on a dit ça, après on peut poursuivre. Pardon Mathias, je ne veux pas monopoliser la parole. Je ne voudrais pas non plus prendre la parole à Adil, mais effectivement, il y a une chose, que Adil a évoqué la peur tout à l'heure. Et la violence alimente la peur. Et la peur, on l'a vu, quelle que soit la nature de la peur pendant le Covid, la peur, ça permet de contrôler les gens et de les maintenir dans un certain cadre. Donc, est-ce qu'il y a une instrumentalisation de cette violence? Est-ce que finalement, cette violence sert des buts de contrôle de certaines populations? Il y a des gens qui commencent à se poser la question. Parce que quand on va la autant question parler peut être posée, d'impunité, il y a plein de gens qui se disent mais comment se fait-il? Alors, par exemple, on a eu un cas de violence extrême que les gens n'ont pas souligné, en tout cas pas suffisamment. C'est, tu sais, quand il y a eu la demi-finale France-Maroc. Ouais. Bon, bah, on dit alors les Marocains, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça. Et bon, alors il y a des gens qui disaient oui, ça va bien se passer, d'autres qui disaient non, etc. Et puis à la fin, bon, on a eu des jeunes qui sont sortis festoyer, puis une voiture qui sort un drapeau français, des jeunes d'origine marocaine qui ne sont pas contents à Montpellier. Et puis on a un mec qui fonce dans la foule, et donc on a un jeune qui tombe sur le capot, et le gars lui roule sur la tête. Donc j'imagine bien qu'il ne devait pas en rester grand-chose. Hein. C'est une scène qui est horrible, qui s'est filmée, c'est diffusé sur à grande échelle. Il y a 2 vidéos sous 2 angles différents. Un jeune de 14 ans. Donc moi j'envoie ça à des amis influenceurs, j'envoie ça à des amis journalistes en disant bon, là il faut faire quelque chose parce que ça peut aller entraîner de poudre ce truc-là. Moi, j'avais beaucoup parlé sur les réseaux sociaux pour apaiser un peu les esprits. Et puis j'ai dit, bon, tout seul, je ne pourrais pas avec ma petite page Facebook, donc j'ai besoin d'aide. Et bon, alors les jeunes, les influenceurs que je connais, qui sont des gens quand même d'un certain âge, les personnalités politiques, médiatiques, me disent, bon, regarde, ses parents, ils l'ont fait naître, ils l'ont soigné, ils l'ont éduqué, ils l'ont nourri, ils l'ont habillé, pour finir comme ça, c'est-à-dire sous la roue d'une voiture avec le crâne explosé. Pour un match de foot. Puis une semaine après, ça y est, tout le monde a oublié, plus personne n'en parle. Sur le moment, les gens sont... Alors on nous dit, bon, le jeune qui a roulé sur la tête était français, mais c'était un voyageur, c'était pas vraiment un français, c'était un gitan. L'imam est allé voir le chef des gitans dans son camp, puis ça y est, ils se sont calmés. Allez, au revoir, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Mais vous avez tout dit. Mais en fait, est-ce que ça en vaut le coup? Quand vous allez quelque part et que vous voyez quelque chose d'hyper choquant, vous êtes choqué. Vous y allez une seconde fois, vous revoyez la même chose, vous êtes encore choqué. Au bout de 10 fois, vous n'êtes plus choqué. Et c'est à cela qu'on est en train d'assister. C'est ça qui me révolte. Ouais, c'est la banalisation. Vous me l'avez. La banalisation. Vous l'avez évidemment. Ça devient, ça fait partie. La banalisation. Ouais, mais moi, je suis sûr. Alors sur cet exemple que j'ai donné sur cette famille à qui je présente mes condoléances, allez voir ses parents dans 10 ans, ils n'auront pas oublié. Par contre, même si c'est banalisé, ça y est, la vie est foutue. Et il arrive ça à une famille, c'est terminé. On pense tu vois, donc, bien sûr, bien sûr. Comme le gamin qui s'est fait poignarder à 8h du matin en voulant séparer. Donc il faut penser en fait que ce qu'on voit dans les réseaux, etc., il y a des vies, chaque personne que tu vois sur les réseaux a une histoire, a une famille, etc. Et que donc cette famille, quand tu es dedans, quand tu vis ça de l'intérieur, à mon avis, c'est un peu moins drôle que quand tu le vois sur un écran. Donc il faut en fait faire prendre conscience aux gens. Maintenant, moi je travaille dans ce genre de contexte où on a des éducateurs, des gens qui viennent, qui tiennent des discours aux enfants. Moi je pense que ce qui manque, c'est la confiance. Quand on vient parler aux gens, il faut qui t'es, pourquoi est-ce que je t'écouterais, pourquoi est-ce que je te fais confiance. Quand tu arrives à convaincre, à franchir ce cap-là, les gens t'écoutent. Mais au début, tu arrives, on dit bon, toi t'es payé pour parler, donc vas-y, sors ton baratin. J'ai vivement 17h que ça sonne et je me casse, quoi. C'est comme ça que c'est vécu. Hein. Allez, on termine, Adil. On a quand même quelques pistes qui ont été esquissées. C'est-à-dire qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était président de la République, on a retiré toute cette police de proximité. Là. Il faut retisser. Je pense que ça passe par le lien social. Il faut renouer, si vous voulez, ce lien social entre la police, les jeunes, les habitants des quartiers. Je crois que c'est fondamental. On doit, pour remettre l'autorité, évidemment, au cœur de la cité,
c'est à la fois renouer ce lien social, ce vivre ensemble, hein, on a besoin, c'est primordial. L'amour et la Dire que, bienveillance. absolument, percevoir l'image de la police, des habitants, avoir un autre regard, mieux connaître l'autre, parce que aussi la peur, Mathias le soulignait tout à l'heure, la peur c'est aussi la crainte de l'autre, c'est quand on a peur de l'autre, et ben souvent qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce repli identitaire, ou alors, si on parle politique, c'est aussi les extrêmes qui prennent le pouvoir. Donc, je pense que les deux chemins aujourd'hui, si on n'a pas compris fondamentalement dans nos quartiers populaires, et je pense que Anouar sera d'accord en tant qu'ex-policier, il faut remettre au cœur du dispositif la police, enfin je parle du rapport, hein, ce lien social, la police de proximité avec les habitants et les jeunes des quartiers. C'est essentiel. Pour avancer. Merci non, à tous les trois. Je pense, il me semble. Alors c'est un thème qu'on pourrait développer aussi. Il y aurait beaucoup à dire. Il y aura beaucoup à dire et on n'a pas fini d'en parler. Merci à tous les trois. Adil Farkan, donc on vous retrouve tous les soirs sur Beurre FM pour les informer. 18h, 19h30. 18h, 19h30. Noam Anouar. Alors moi, j'ai plus trop d'actualité en ce moment médiatique. moi, je suis fan. Moi, j'ai une page Facebook où je fais des billets d'humeur comme ça, Noam Anouar. Donc, et puis j'aime bien là, ma période de retraite un peu spirituelle. J'écris et donc j'ai des ouvrages à paraître dans le temps, mais je diffuserai l'information quand ce sera fait. Voilà. Mathias Leboeuf. Je suis régulièrement sur CNews notamment, et puis sur d'autres médias. Une émission philo sur ABC Talk, voilà, pour un peu de sagesse. Et on en a bien besoin. Écoutez, messieurs, merci infiniment. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de votre émission On en discute sur RTV.